Des sommets enneigés, une prairie fleurie, un monde en harmonie. Les montagnes renvoient au sentiment de bien-être. Ces paysages couvrent un quart de notre territoire et sont essentiels aux équilibres naturels. Ils sont riches d'innombrables trésors de biodiversité. Mais le cœur de nos montagnes est également un lieu où vivent des hommes et des femmes qui entretiennent ce vaste espace pour profiter de ses ressources animales, végétales, minérales. Pour moi, c'est hyper valorisant de savoir que je participe aussi à la préservation de cette espèce. Conscients de la fragilité de ces écosystèmes, certains ont fait le choix d'exploiter ces richesses de façon raisonnée. Je suis un bâtisseur. Bâtir, créer de ses propres mains quelque chose qui va rester longtemps, c'est bien. Ils revendiquent un monde où la nature serait le maître et l'homme l'ouvrier, où l'humanité profiterait sans gaspiller. Il y a l'intérêt de notre part de comprendre que sans ces êtres-là, nous, on ne peut pas vivre ici. Des passionnés qui se nourrissent de ces paysages tourmentés et préservent leur avenir. Oh, le caillou, le caillou, le caillou. Nous sommes au tout début de l'été, dans les Alpes. Avec ses chèvres, Sylvain part sauvegarder la montagne et l'un de ses trésors. Là, ça y est, on est parti pour la montagne. Tu viens, Loulou? Ah oui, je n'avais pas vu. Aujourd'hui, c'est l'an montagnier. Alors l'an montagnier, c'est quand les bêtes quittent la ferme où elles ont passé tout l'hiver et qu'elles montent sur les surfaces d'alpage, donc qui sont accessibles uniquement l'été. Et en fait, on va suivre la végétation, suivre la pousse de l'herbe pour arriver toujours au meilleur stade, là où l'herbe est la plus fraîche et la meilleure pour produire du lait. Avec son fils et son apprenti, Sylvain rejoint son alpage à 2000 mètres d'altitude, en plein cœur du parc national de la Vanoise. Ensemble, ils y resteront les 3 mois d'été. On essaye de maintenir les chemins en état, quoi. À la sortie de l'hiver, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de bois. Avec les avalanches, du coup, on nettoie un peu ce qui traîne sur les chemins. À 36 ans, Sylvain fait partie de cette nouvelle génération d'éleveurs qui refusent l'agriculture intensive. Son troupeau compte une centaine de bêtes seulement. Bonjour. Avec lui, il produit du lait pour faire du fromage. Il redonne vie aussi au paysage. Le fait de mettre les chèvres sans utiliser une goutte d'essence, une tronçonneuse, juste en faisant pâturer les chèvres, on a regagné du pâturage qui existait avant. C'est un alpage qui fait 80 hectares. Et quand je l'ai repris, il n'y avait plus qu'un hectare, plus qu'un seul hectare de pâturable. Le reste, c'était de la friche. Louis, reste là, reste là, reste là. J'aime bien faire une pause là, parce qu'elles ont déjà un peu marché, puis elles ont faim. Donc comme ça, elles font une petite pause avant de finir là, la traversée. Dans ces prairies, si on ne pâture pas avec des chèvres et puis aussi des vaches, le paysage a tendance à se refermer, la forêt avance. Et donc on perd aussi une certaine biodiversité. Toutes ces prairies, il y a plein d'espèces floristiques qui sont maintenues grâce à l'activité pastorale.
On arrive à vraiment à maintenir un biotope intéressant. Avec le retour des chèvres, rhododendrons, genévriers, myrtillers ont retrouvé toute leur place dans ces espaces. Sylvain a même signé un accord avec le parc national de la Vanoise pour sauver une espèce menacée qu'on ne trouve que dans les Alpes. Alors là, c'est une inflorescence de chardon bleu qui n'est encore pas en fleurs. Mais là, dans 15 jours, 3 semaines, le chardon est en fleurs. Et donc, si on ne fauche pas ou si on ne pâture pas, si on entretient plus cette prairie, il va être étouffé par le reste de la végétation. Donc le but, c'est de le laisser grainer, donc de ne pas pâturer au printemps. Et par contre, à l'automne, de passer avec les bêtes pour enlever de la matière. Et en passant avec les bêtes, les graines sont disséminées au sol et enfouies dans la terre. Depuis quelques années, le chardon bleu progresse dans cette zone. Mais pour Sylvain, cela signifie priver ses chèvres d'une jolie prairie en été. C'est pas une contrainte, c'est essayer de travailler intelligemment et puis de sauvegarder ce patrimoine naturel et finalement qui est aussi issu d'une activité agricole ancestrale. Pour moi, c'est hyper valorisant de savoir que je participe aussi à la préservation de cette espèce. Mon grand-père a été le dernier agriculteur du village plus bas sur Beauzelle à avoir des vaches. Et c'est vrai que quand il est décédé brutalement et qu'il n'y avait plus de vaches, je me suis toujours dit, un jour, je continuerai cette activité. Moi, j'ai toujours vécu là l'été, depuis tout jeune. Donc c'est vrai que pour moi, ça me paraît normal d'être là et je ne me vois pas ailleurs. Après 6 heures de marche, les chèvres sont arrivées à l'alpage de Chapendu, le refuge de Sylvain. Là, pendant tout l'été, elles vont se régaler d'une herbe riche et naturelle, préservée de tout produit chimique. Alors, qui s'assit? Assis. 2 fois par jour, elles passeront aussi à la traite. Quand elles sont par ici, là on est quand même à 2000 mètres d'altitude, on a une flore très spécifique qu'on n'a pas en bas. Le lait d'ici, de l'alpage, il a une odeur spécifique que je n'ai pas ailleurs. C'est un mixte entre le genévrier, le rhododendron, avec beaucoup de fraîcheur. Ouais, vraiment, il y a beaucoup de genévrier et je pense que ça donne une odeur. Surtout au grand air, les chèvres sont épargnées par les maladies. C'est autant d'antibiotiques qui ne se retrouveront pas dans le lait. Les bêtes, je les ai vues naître, je les ai élevées, je m'en occupe tous les jours. Donc forcément, on s'attache, quoi. Elles ont toutes un nom. Elles ont un numéro à l'oreille, ça c'est obligatoire, c'est administratif, mais moi je tiens à leur donner un nom. Donc, chaque année, il y a un millésime. Cette année, c'est l'année des O. Donc c'est original, il faut trouver une trentaine de noms. Je commence par O, P. Sylvain et son apprenti vont rester là tout l'été à veiller sur Olive, Opale et toutes les autres, à préserver également une certaine image de la montagne. Là, c'est le meilleur moment de la journée, là. Le matin, pendant la traite, et le soir, quand on les mène en champ. Les voir manger, là, dans cette prairie, là, c'est ça qui est beau. Une grosse partie de l'alpage, c'est ça, c'est faire manger les bêtes, qu'elles mangent assez, arriver à gérer la ressource aussi, hein. Elle n'est pas infinie, arriver à la gérer sur toute la saison, en tenant compte des enjeux agro-environnementaux qu'on a. Là, on parle de biodiversité de plus en plus, de réchauffement climatique, de tout ça. Et ben là, ici, moi, je trouve qu'on fait quelque chose qui a du sens.
qu'ailleurs, on a peut-être perdu. Un troupeau en bonne santé, un lait parfumé qui sera bientôt transformé en fromage. Sylvain croit à ce cercle vertueux, où l'homme exploite sans surexploiter, comme ce fut souvent le cas par le passé, et qui oblige aujourd'hui certains à réparer les erreurs des anciens. Emanuele aime les châtaigniers. Ça ne semble faire aucun doute. J'adore la châtaigne, j'adore la farine de châtaigne, j'adore la géométrie de ces arbres. J'adore sentir quand je taille quelque chose que la branche successive s'est rigidifiée parce qu'elle a senti que je viens de couper la branche d'à côté. Donc le message est passé, il commence à se protéger, ce qui me permet de comprendre vraiment à quelle hauteur je dois couper parce que le reste s'est rigidifié. Donc j'adore cette communication, ce retour, ce feedback, comme on dit, que l'arbre m'offre dans l'exercice qui est le mien de faire de la chirurgie de l'arbre. Emanuele serait donc un docteur au chevet des châtaigniers des montagnes corses. Pendant des siècles, ces arbres ont été l'or de l'île de beauté. Ils nourrissaient les hommes et les bêtes, assuraient le bois pour la maison. Ils ont même donné son nom à une région, la Castagniccia, la châtaigneraie. Mais un jour, la modernité l'emporta. Ce patrimoine végétal fut alors abandonné. En exploitant ces arbres, les hommes les ont déstabilisés. Emanuele, ingénieur agronome devenu castagniculteur, veut rétablir l'équilibre en douceur, sauver les arbres pour faire renaître une pratique ancestrale. There is this one here and the one there. En Castagniccia, il intervient sur d'anciennes exploitations avec l'aide de paysagistes allemands amoureux comme lui de cette espèce. On the back, three trees. Ce sont des arbres dans lesquels on va pouvoir justement intervenir dans un cadre qui n'est pas un cadre d'un jardin où il y a des contraintes qui nous obligent à faire des coupes, la présence d'un parking, la présence d'un toit, des lieux où on peut vraiment faire ce qui est nécessaire pour l'arbre pour favoriser son état phytosanitaire. On est vraiment ses serviteurs. Ces arbres ont longtemps été taillés pour fournir plus de fruits, plus de bois, meurtris au profit d'une logique productiviste. En nouant une nouvelle relation avec eux, Emanuele veut leur permettre aujourd'hui de retrouver leur stature naturelle. C'est un travail de finesse. Les branches qui sont enlevées, c'est des branches qui sont sèches. Ensuite, le reste de l'intervention ici, c'est sur des grosses coupes, des grosses amputations qui ont été faites dans le passé. Il y a eu énormément de rejets qui sont partis. Sauf que d'un point de vue de la résistance mécanique, du fait qu'ils sont sur de l'écorce très fine et qui n'a pas pu cicatriser, dès qu'ils ont du poids, ils vont déchirer et vont créer des plaies importantes dans l'arbre. Autrement dit, il faut alléger l'arbre avant qu'il ne périsse. Je pense qu'il y a rien de plus difficile à accepter quand on est par exemple ingénieur comme moi de voir une grande partie de la biodiversité mourir. Il y a déjà une quantité énorme de biodiversité que l'homme a détruit sur la planète. Et ces arbres-là qui sont multicentenaires, qui marquent le paysage, qui construisent le paysage, qui permettent aux hommes de vivre ici depuis plusieurs centaines d'années, c'est quelque chose qui est fondamental. Et garder le châtaignier, sauver le châtaignier, le laisser le perpétuer, c'est maintenir vivante l'âme de la Corse.
Emanuele protège ses châtaigniers, car il est aussi chercheur et sait que ces arbres ont de nombreux secrets à confier aux hommes. Dans sa châtaigneraie à Pianellou, il a équipé de capteurs quelques-uns d'entre eux afin de surveiller leur métabolisme au fil des saisons. C'est un petit peu comme si vous allez chez le docteur qui vous ausculte. Voilà. Là-haut, il y a des choses qui auscultent l'arbre. C'est des petits capteurs qui prennent des éléments qui peuvent être liés à la tension de la remontée de sève. Certains capteurs calculent le poids des châtaignes sur certaines branches. Et quand donc les châtaignes tombent, le poids se réduit. Et donc on sait qu'il y a des châtaignes qui sont tombées dans cet endroit-là. Alors ce sont des petits capteurs qui permettent de faire de la simulation. On a quelques données grâce à la simulation et grâce à l'intelligence artificielle. Par un système de Bluetooth, on arrive à passer en dessous maintenant. Si les capteurs ne sont pas endommagés, ça peut arriver. Et on récupère l'information. Ces capteurs permettent aussi de savoir à quelle vitesse les arbres communiquent entre eux, notamment quand le milieu est perturbé. Emanuele a découvert que ces échanges se feraient en quelques secondes seulement. Mais pour l'instant, le chercheur ne tire pas de conclusion. Son étude, commencée il y a 10 ans, devrait durer jusqu'en 2029. Et si notre avenir était au cœur des forêts? Il y a l'intérêt de notre part de comprendre que sans ces êtres-là, nous, on ne peut pas vivre ici. Donc, si on sauve des êtres qui ont 1000 ans d'expérience, 500 ans d'expérience, ils vont pouvoir nous raconter une expérience, nous donner des connaissances inestimables. Parce que ça fait 500 ans qu'ils vivent des difficultés climatiques, qui s'adaptent à l'environnement. 500 ans, 600 ans. Il y a le climat qui est écrit là-dedans. Et il n'y a aucun réel relevé climatique qui te permet d'aller si loin. Donc effectivement, il y a une simulation, mais une capacité à s'adapter à un environnement qui est très dense. Donc c'est un puits de connaissances, cet arbre. On le sauve aussi parce qu'on a envie qu'avant qu'il parte, il nous offre à nous aussi, pas simplement aux autres, la connaissance qu'il a acquis au cours des 500 dernières années. En attendant cette moisson de savoir, Emanuele récoltera déjà les fruits de ses arbres dans quelques mois. À côté de ce patrimoine végétal, les montagnes sont des terres d'abondance pour une autre ressource, omniprésente, qui est l'essence de ces reliefs. Avec la pierre, les hommes ont bâti leurs maisons, leurs églises, les ont intégrées dans le paysage en sublimant ce matériau grâce à leur savoir-faire. Ces édifices de caractère sont un héritage qui fascine et font le charme de ces territoires. Même les champs ici valent qu'on s'y arrête. Ils racontent à eux seuls comment furent terrassées les montagnes. Dans les Pyrénées-Orientales, des hommes maintiennent cette filière économique par passion et par tradition. Oh, 8 kilos, 9 kilos. 9 kilos, un seau, quoi. 7 kilos, ça va vite, le pot. Oh purée, oh lui là. Oh non. 24 kilos de sang. Ce matin-là, au pied du mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans, ce sont les derniers préparatifs en vue d'une expédition de plusieurs jours. Pacha, viens. Donc 25 d'un côté, ça fait 50 de chargement, plus le bas, 60. Je ne vais pas dépasser 60 pour lui. Lui, je peux me permettre d'arriver à 65, 70 max. Et l'autre, je peux aller jusqu'à 70, 80. Il faut respecter l'animal, respecter... Il y a des trucs qu'on ne peut pas porter plus que... Je ne veux pas les abîmer, quoi. Là, je fais pour voir si ça se stabilise. Allez, Sherpa, on y va. Allez, c'est parti. Sébastien est murailler, c'est-à-dire spécialiste des murs en pierre sèche. Allez. Allez, allez. Allez, Sherpa.
Un nouveau chantier l'attend sur le mont Canigou. Et pour l'occasion, il a ressorti ses chevaux et ses mules, car à ses yeux, la montagne doit inviter à penser autrement. Là, on utilise les bêtes parce qu'en fait, là où on est en montagne et qu'il y a pas mal de cailloux à aller glaner dans les pentes et que le 4x4, on ne pourrait pas aller chercher les cailloux. Donc, les bêtes, avec les paniers devant, on va pouvoir aller chercher du caillou. Et ça, c'est génial. De façon plus douce, pas de bruit de moteur, pas rien, juste au rythme de l'animal. Ça me convient très bien, ce rythme. C'est des 4 pattes, nous, qu'on a. C'est pas des 4x4. Sherpa, Pacha. Quelle vue. Ah, c'est une super montagne. On a une montagne, la forêt arrondie là-bas, c'est le mont Coronat et avec une montagne calcaire juste devant. Et ça, c'est une richesse dans notre département. Parce qu'on a un versant nord cristallin qui fait face à un versant sud calcaire. Donc on a 2 types de végétation ici. Et le Canigou, c'est une grosse richesse parce qu'on a tous les étages de végétation, de l'étage méditerranéen jusqu'à l'étage alpin. Toutes les montagnes sont belles, mais chaque montagne est différente. Pour vivre de ces montagnes, Sébastien s'est associé avec d'autres dans le groupement de la pierre catalane. Michael, Pedro et quelques autres passionnés comme lui par la pierre et le talent des anciens. Il y a des jolis murs, quand même. Il faut la retenir, la montagne, là. Il y en a de la poussée. Trois heures de montée au rythme des bêtes pour arriver à l'Ori de Balatch, le chantier de Sébastien. Allez, un caillou de plus. Un ori est une cabane que les bergers bâtissaient pour se protéger des intempéries. C'est un patrimoine emblématique des Pyrénées, mais un patrimoine menacé. Super, il m'a entendu. Comme ça, il a une belle assise. Il m'a entendu. Super. Dans un premier temps, on nettoie pour libérer un peu tous les cailloux qu'on peut trouver sur place. Et après, l'objectif, ça va être de démonter tout ce qui sort du mur. Voilà. Là, on peut voir que le mur, il n'a pas bougé. Donc ça, on ne va pas y toucher. Ça, on ne va pas y toucher. Par contre, à partir de là, tout ça, c'est sorti. Il faudra faire attention parce que là, regarde. Ok. C'est l'organisme Canigou Grand Site qui a confié au groupement de Sébastien la restauration de cet abri, avec l'obligation de respecter la technique ancestrale de la pierre sèche, c'est-à-dire bâtir sans ciment ni mortier. Là, j'enlève ce caillou. Il était bien placé, hein. Il sortait un peu du mur. Donc le tout, c'est de trouver son emplacement, qui pourra peut-être, non, ça il sera trop court. Mais je pense que ce caillou, il pourrait aller. Et il rattrape la ligne. Ah, en fait, c'est un gros puzzle, quoi. C'est un puzzle, c'est un Tetris. J'adore jouer au Tetris. En fait, il faut trouver des places. Il faut étudier les formes, on regarde les cailloux et puis on place les cailloux qui vont bien. Là, ici, à un moment donné, je peux mettre un petit caillou ici. Mais après, le prochain, je peux mettre quelque chose ici qui, hop, mais après, je mettrai un gros qui prend tout ça. Et on croise dans tous les sens. Et tous les cailloux, plus il y a de contact, mieux c'est, plus c'est solide. Qu'est-ce qui est intéressant à faire ça? C'est le plaisir de bâtir quelque chose ou de restaurer quelque chose. Parce que, comme on dit, la pierre sèche, on peut créer des murs ou restaurer des murs. Donc c'est le chien bâtisseur. Bâtir, créer de ses propres mains quelque chose qui va rester longtemps, c'est bien. Réemployer les matériaux Impeccable. ou simplement se baisser pour en trouver de nouveaux. C'est aussi cette relation de simplicité qui anime ces hommes de pierre. Et si vous préférez les bêtes aux machines, vous avez une pratique originale et respectueuse de l'environnement. Et qu'est-ce que c'est agréable de trouver des cailloux comme ça.
C'est vraiment extraordinaire. La montagne elle nous donne, regardez ça. C'est magnifique, il y a une petite face, c'est en triangle, en forme de boutisse. C'est parfait. Ok, allez, on y va. Allez, Pacha, allez. Avec ces nouveaux cailloux, Sébastien va pouvoir reconstruire. Mais cueillir ce que la nature nous donne oblige parfois à prendre beaucoup de hauteur. Il y en a encore, Vicky, là-haut? Oui, oui. Je ne vois pas pourquoi je jette. Non, tant pis. Si tu m'assommes... Sur un autre versant du mont Canigou, c'est le temps venu de la récolte pour Claude et son équipe. Lui aussi a trouvé une bonne formule, 100% nature. Oh, je te ramène un seau. Ils sont jolis, hein, ces cônes, cette année, qui sont grands. On dirait des bananes gorgées de sève et de résine. Et même avec la résine qui exude. Donc on voit qu'ils sont bien gorgés de sève et de résine. Ce sont des pommes de pin, c'est ça? C'est quoi? C'est des cônes de sapin. Des cônes de sapin femelles, donc qui poussent au sommet des arbres, on l'a vu tout à l'heure, verticalement. Ils recherchent la lumière et le soleil. Ces arbres sont des Abies alba, des sapins blancs, une espèce commune ici. Claude ne récolte que quelques kilos de cônes par arbre. Son principe, prélever sans piller. On est entouré, on a plus de 600 hectares hein, de sapins Abies alba. Et nous, pour nos besoins cette année, on va utiliser entre 50 et 80 arbres. Donc vous voyez, il reste beaucoup pour la nature. Et on va comme ça continuer à valoriser, surtout ce qui est intéressant, c'est la valorisation des ressources naturelles de notre territoire. Ici, on est à 1700 mètres d'altitude, donc ce sont des arbres qui ne poussent qu'en haute montagne. Et vous le voyez, ce sont des arbres majestueux, hein, qui doivent avoir entre 40 et 60 ans. Claude était commercial dans le secteur viticole quand un jour un ami lui parle du sirop de sapin, un remède de grand-mère qui permettait de passer l'hiver et dont la recette s'était perdue au fil du temps. Après plusieurs tests, Claude a fini par trouver le bon dosage et créer sa propre marque. Le sucre bio, et tout simplement, comme le faisaient nos anciens. 10 kilos de cônes, 10 kilos de sucre, rien de plus. On recouvre bien les cônes avec le sucre. Et voilà. Aujourd'hui, on se complique sûrement un petit peu trop la vie dans beaucoup de choses. Donc revenons à la simplicité, revenons à la nature, revenons à des choses naturelles, hein, tout à fait simples. Et voilà. Et là, maintenant, on va laisser macérer plusieurs mois, 3 ou 4 mois, le temps que le sucre capte la sève et la résine. Et naturellement, on va obtenir notre sirop de sapin. On filtrera et on conditionne. Allez. Voilà, ça c'est la production de cette année, qu'on a commencé hier. Et puis voilà, ça c'est ce qui nous reste de l'année dernière, ici, en train de macérer. Donc il y a à peu près 12 mois de macération. Plus ça macère, plus on va extraire de choses d'huile essentielle, d'oléorésine et de polyphénol. Et puis tu vois, si on met simplement le doigt et qu'on déguste, là on trouve vraiment là, le côté du sirop de sapin, ces arômes un petit peu de fruits noirs, de fruits rouges, la mûre, la myrtille bien mûre, et derrière les notes un petit peu d'eucalyptus et de menthol. Donc voilà. Excellent pour la santé et pour le goût. Parfait. Le sirop de Claude se vend aujourd'hui dans les boutiques bio. Et pour donner encore plus d'écho à sa démarche, il a déniché de nouveaux ambassadeurs. À Saint-Cyprien, chez Christophe Schmitt, une étoile Michelin, le sirop s'est métamorphosé en ingrédients.
Et ouais, c'est pas, c'est pas la même variété, c'est pour ça, il y a pas, on me demande, mais je dis non, je peux pas, j'en ai pas, on n'en a pas. Tiens, fais-lui goûter la ganache. C'est une ganache qu'on a fait avec un peu de fève de tonka et, donc et le sirop de sapin. Ah, et du sirop de sapin. Ouais, un petit peu, qu'on a juste mis comme ça au dernier moment pour bien que ça parfume. Et donc là, on est travaillé sur un biscuit au... Je sens les petites notes mentholées là, qui s'élèvent. Ouais. Donc là, c'est un petit biscuit reconstitué au pignon de pain. Pignon de pain, d'accord. Ouais. Donc on a également le poivre de sapin qui vraiment vient mettre une petite touche à la fin pour vraiment ce rappel de sapin. Et puis les bourgeons de sapin qu'on a travaillé, qu'on a fait macérer. C'est important aussi de s'imprégner du terroir dans lequel on travaille. Et là, ce mariage entre les fruits rouges et le sapin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop commun. Donc voilà, c'est très intéressant à faire. Ça a permis de se démarquer aussi parce que voilà, les clients, notre clientèle, qui est une clientèle très exigeante. Et moi, je suis vraiment friand de ce genre de produit parce que voilà, ça me permet de proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que quand tu le vois tel que c'est, là, on dirait que c'est vraiment quelque chose de naturel, qui est superbe, quoi. Dans les Alpes, depuis le début de l'été, c'est le lever du soleil qui sonne le réveil des bêtes et des hommes. Loulou. Loulou. La traite de la veille au soir et du matin va être redescendue dans la vallée. Car pour des raisons d'hygiène, Sylvain le berger préfère transformer son lait dans sa ferme à Pralognan. Fidèle à sa démarche artisanale, Sylvain refuse de confier son lait à une coopérative pour pouvoir garder la main sur la qualité de son produit. La fromagerie, faire du fromage, c'est délicat. Ce qui est quand même le primordial, c'est l'alimentation en amont, quoi. Le lait qui vient de l'alpage, quand on ouvre la boule à lait ou les bidons, il a une odeur particulière que j'ai que là-haut. Et une couleur aussi, vous voyez, le petit lait, il est très jaune-orangé. L'hiver, il est plus pâle. Donc c'est sûr que c'est une grande importance. Et ça, j'y tiens. C'est pareil, je fais mes foins, je suis autonome en fourrage, je n'achète pas de fourrage qui vient d'en bas. Il faut vraiment garder un produit typique qui est vraiment fait ici, quoi. C'est le nectar. Donc là, le grain est encore humide, gorgé de petit lait. Et tout ce qui fait l'art du fromager, de savoir à quel moment il est prêt à être soutiré, quoi. Un fromager qui ne met pas ses mains dans la cuve, il ne peut pas savoir. En retrouvant les gestes, en laissant paître ses bêtes en altitude où il préserve les espèces, Sylvain fabrique 5 tonnes de raclettes, de tomes, de tomettes, toutes estampillées fermières, qui mûrissent tranquillement pendant un mois sous le regard d'Audrey, sa femme. On a des tomes qui sont arrivées en cave ce matin, qui sont blanches quand elles sortent de fromagerie. Et petit à petit, elles s'affinent, donc on va avoir ensuite le début ce qu'on appelle le mucor, le poil de chat, qui prend de l'ampleur sur les fromages, un peu plus. Et après, on a donc les tomes à la fin complètement grises. Audrey est la commerciale de la famille. Plusieurs fois par semaine, elle fait les marchés à moins de 15 km de la ferme.
où elle vend l'essentiel de leur production. Bonjour mesdames. Ah bah le voilà. Bonjour. Un sérac. Un gros. Du producteur au consommateur, sans intermédiaire, un circuit économique qui tient à cœur de ces maîtres fromagers. S'il vous plaît. Fabrication, transformation, vente, tout d'affilée dans la même semaine, en direct. On ne peut pas faire plus court là. Une tome de chèvre, oui. Et pourquoi vous n'allez pas plus loin? Vous vendriez plus? Parce qu'on n'a pas plus de fromage. Alors, 24,70 €. Et du sérac de chèvre. Et du sérac. Non, mais toute la production est vraiment vendue en direct très, très localement parce que on est tout seul par là, donc on n'a pas assez de... On pourrait pas fournir plus. Donc ça sert à rien d'aller loin quand ça peut être à côté. Audrey et Sylvain auraient donc trouvé la bonne équation. Pourquoi produire plus quand on atteint l'équilibre? Une vie sympa, très complète, très enrichissante. J'ai cherché petit à petit à construire mon projet jusqu'à trouver cette opportunité. C'est vrai que c'était une sacrée opportunité de reprendre cette chèvrerie avec l'alpage qui est un super alpage pour les chèvres. Donc voilà, je suis vraiment allé au bout des choses. Et c'est vrai que j'en suis fier. J'en suis vraiment fier. Et à 36 ans, pas de regret du coup. Et à 36 ans, pas de regret, non. Non. Même si c'est pas évident tous les jours. Mais non, on ne regrette pas. Il avait fait un stage en Pierre Sèche. Aucun regret non plus pour Sébastien, le murailler des Pyrénées, d'avoir un jour quitté Toulouse pour vivre pleinement la Ça la montagne. connaître la piste, hein, Sébastien. Ah, moi, généralement, quand je prends ce truc-là... Pour une fois, il a abandonné ses bêtes pour aider David, carrier de profession et membre également du groupement de la pierre catalane. Ouais, voilà. Ah, il a l'air profonde quand même. Ouais. Elle a l'air quand même assez large. Hein. La carrière de David est artisanale, nichée dans la montagne. Un filon de schiste loin des grands sites qui défigurent le paysage. Ah, regarde, elle bouge. Nickel. Ouais, elle bouge, Voilà, elle bouge, c'est bon. Elle va venir. Ouais, là c'est bon. Elle est encore bien. Elle est profonde, mais je pense qu'elle continuera. Rien de spectaculaire donc de prime abord. C'est pourtant là qu'il s'apprête à découvrir un trésor. Cette pierre, je l'aime parce que bon, elle mérite quoi, elle est belle. Voilà, moi je suis juste l'ouvrier, je travaille pour elle. À la limite, c'est elle la patronne quoi. C'est elle qui me guide. Bon, on va voir si c'est elle la patronne. Elle, c'est une pièce exceptionnelle de 2 mètres carrés, Nickel. pesant plusieurs dizaines de kilos. Plus elle s'ouvre, plus elle sonne creux, le son il change. Mais dès qu'on tape, voilà, il y a un fil qui se crée de là. Voilà, à la limite, là, elle s'est ouverte. Voilà, elle est ouverte, on n'a plus besoin de frapper, elle se lève. Une pièce qui trouvera sa place dans l'église en restauration d'un village voisin. Elle ne descend pas, elle reste comme ça, et on peut le lever encore plus. On la lève? Ouais. Direct? Ok. Donc là, ça va être chouette, puisqu'elle va s'ouvrir comme la Bible. Comme un livre. Et qu'est-ce qu'elle va nous raconter, la pierre? Ah, des millions d'années d'histoire. D'où on vient, elle va nous raconter. C'est elle qui nous explique la vie, pas le contraire. 1, 2, 3. Superbe, waouh! Oh, magnifique, on peut pas faire mieux. Voilà, des tables, des dalles pour église, ça. C'est tellement incroyable, des pièces comme ça. On croit tailler la pierre, mais c'est elle qui nous sculpte, en fait. Ouais. C'est même elle qui nous apprend les origines de la vie. Voilà, là, elle était dans sa matrice, dans l'argile. C'est la première fois qu'elle voit la lumière et c'est déjà sûr que celles-là, elles iront au chantier de l'église des Vols pour le dallage de l'intérieur. Ah ouais. Et Vol est en schiste parce qu'on est dans un milieu où il y a du schiste. Vous êtes sur d'autres villages, les maisons seront avec les matériaux qu'on a sur place. Donc, c'est la pierre locale. Donc ouais. c'est vraiment écologique. C'est une démarche écologique d'utiliser le local. C'est comme ça que ça devrait fonctionner la vie. Arrêter d'acheter du matos qui vient de je sais pas où, avec le transport polluant.
Là, on est juste à côté. Et voilà. Privilégier la ressource locale, c'est le credo de Sébastien. Vas-y. Et voilà. Nous le retrouvons du côté de Balatch, où la reconstruction de l'Ori, l'abri de berger, a bien avancé. Non, ça va pas t'arranger, ça. Non contents de bâtir en pierre sèche, ces hommes refusent aussi le gros outillage. Ils aspirent à renouer un lien direct entre l'homme et la matière. Là, on le fait visuellement. Le cordeau, c'est l'œil. Donc voilà, donc on prend souvent du recul pour voir si le caillou est bien dans l'axe, s'il y a le bon fruit, et tout et tout. Et il faut que ce soit esthétique, que ça nous plaise. Donc oui, on façonne le paysage. L'humain a façonné le paysage, les montagnes. On enlève des cailloux qui sont n'importe où, là. On les met en place et du coup, on crée quelque chose. Donc forcément, ça, dans le paysage, on le voit, ça. Voilà. Là, il y a de la fourmi, là. Allez, retour au bercail. Un paysage dans lequel un simple mur peut abriter tout un écosystème. On voit les petites fourmis. Et du coup, on voit bien que le mur est un refuge pour les animaux, que ce soit pour les insectes ou les petits mammifères. On voit de temps en temps aussi des lézards qui émergent des trous et de leurs nids. On a la flore locale qui vient se mettre en place au pied du mur, au-dessus. Je trouve ça très bien. Vu que c'est la dernière, c'est un travail de mémoire. Pensez au travail qui a été fait. Il ne faut pas perdre aussi les techniques de construction pour pouvoir transmettre aux générations futures ce qu'on faisait et que ça continue. Une grosse fierté pour moi de restaurer les cabanes. Sébastien, Michael, Pedro travaillent dur, mais vivent de leur passion. Ces militants en sont convaincus. Ils marchent dans le sens de l'histoire. Il y a une économie qui se met en place. La pierre sèche, le solaire, tout est lié. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir ralentir et revoir un peu ce qu'on doit faire pour l'avenir de notre planète, de nos enfants, de tout ça. Santé. Allez au chantier, à l'Ori. Salut. Au papy. À l'Ori de Balatch, qui va être d'une toute beauté. Ralentir. Repenser nos modes de production et de consommation. Peut-être qu'un nouveau regard des hommes sur la nature viendra des sommets. Et comme les autres, Emanuele, le docteur de Châtaignier, aura été un précurseur. Nous le retrouvons à l'automne, en Corse, dans son exploitation classée AOP et bio. C'est ici, avec quelques saisonniers, qu'il récolte les fruits d'un travail acharné de préservation de ces arbres. D'abord, la première chose intéressante ici, c'est vrai aussi dans les autres vergers, c'est qu'on ne récolte pas avec des filets, on récolte sans filet à la main. Ça a pas mal d'avantages. On va laisser quand même 15-20% de la production par terre, ce qui va permettre au sol de se refertiliser, parce que l'arbre fait le fruit pas pour nous, mais c'est pour refertiliser son sol. Et donc, on n'appauvrit pas les sols, ça c'est le premier aspect. Si tu cueilles sur filet, tu vas tout asporter. Donc à un moment donné, il va falloir porter des engrais pour rééquilibrer. Et l'autre grand avantage de cueillir sans filet, c'est que du fait qu'on cueille très rapidement, dès qu'elle tombe, la châtaigne reste très peu par terre. Et donc, le ver, le cynips qui parasite la châtaigne, a moins le temps de se développer.
le cynips qui a décimé les châtaigniers pendant des années. Avec sa méthode raisonnée de ramassage, Emanuele préserve les fruits sans utiliser de pesticides. De la même façon, il joue de l'architecture naturelle du verger pour conserver l'eau et préserver l'humus qui nourrissent les arbres. Il place également des bois morts pour empêcher les bêtes de venir se frotter et blesser les troncs. Une relation où les bénéfices sont mutuels. Alors je pense que la châtaignerie m'a sauvé d'abord, plus que je l'ai sauvé, parce qu'en fait, c'est eux qui stockent le carbone et c'est eux qui produisent l'oxygène. C'est eux qui nous sauvent. C'est jamais nous qui les sauvons, c'est eux qui nous sauvent. Et ça ne va que dans cet ordre-là. Nous, on a besoin d'eux. Eux, ils ont un petit peu besoin de nous, mais pas dans les mêmes proportions. Nous, ce qu'on a quand même voulu garder pour les yeux des enfants qui vont venir, pour mes enfants, c'est cette beauté architecturale du lieu. Et de ce point de vue-là, comme parfois on préserve une vieille cathédrale, oui, c'est certain qu'on a évité qu'on y fasse des choses qui l'auraient gravement abîmé, oui. Mais le plus étonnant est cette tyrolienne. Et en 25 secondes, il arrive de l'autre côté. Allez, vaya cos Dio! Emanuele l'a installée il y a 5 ans pour ne pas créer de chemin qui aurait pu abîmer les sols. 400 mètres de long, 25 secondes, sans effort ni pollution. En revanche, pour apporter sa production au moulin, le 4x4 reste indispensable. La châtaigne représentait, dans les années 19e siècle, l'élément de base de l'alimentation de toute cette région-là, du centre de la Corse, avec la pomme de terre. Et aujourd'hui, ça représente, elle a été redécouverte pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles, et aussi par le fait que la safarine est une farine sans gluten. Elle répond à une nouvelle demande qui est en pleine croissance sur le marché alimentaire. Emanuele profite donc de la tendance bien-être qui s'impose aujourd'hui. Cette année, il a récolté 4 tonnes de fruits qui lui permettront de vivre, bien sûr, mais aussi de financer ses recherches. Pour sécher ses châtaignes avant de les transformer en farine, il a choisi le moulin des frères Vicenzini, où l'on pratique encore la méthode au feu de bois. Oh Laurent, salute! Hai acceso il fuoco, hai appicciato il fuoco. Primo fuoco della nana. Principiamo. En fait, on démarre le feu parce que le séchoir est plein. C'est-à-dire qu'il peut contenir entre 5 et 7 tonnes de châtaignes. Donc il faut qu'il soit continu, parce que c'est un processus qui dure 3 semaines. Et voilà, et donc régulièrement, il faudra l'alimenter et avoir une chaleur à peu près d'une 40aine de degrés. Donc il ne faut pas faire un énorme feu pour pas cuire les châtaignes, je dirais. Donc là, il faut simplement produire de l'air sec. Cet air sec étant plus léger va traverser la couche de châtaigne et va emporter l'humidité contenue dans la châtaigne qui contient 50% d'eau à peu près. Finalement, au-delà de la tradition et d'un certain art de vivre, c'est toute une économie locale qui se maintient dans cette région. Comme aux gens de Pianello, je dois beaucoup. Si je suis là aujourd'hui, si les châtaignes arrivent aujourd'hui, je leur dois à ce garçon-là et à ses 2 frères autant. Parce qu'ils ont mis à disposition tout leur matériel, tous leurs outils, ils m'ont soutenu, ils m'ont accueilli. En fait, c'est cette histoire-là de renaissance d'un territoire. C'est des gens qui ont un savoir, une compétence, qui la donnent à quelqu'un d'autre, ils me l'ont transmise, ils ne l'ont pas perdue. Mais la leur plus la mienne s'est multipliée, on a fait un beau truc ensemble. Domani, stasera che più rimorca, lascio fare domani mattina. Dans les Pyrénées, l'Ori est enfin terminé. C'est plutôt pas mal, ouais. Le rendu est pas mal. Ça n'a pas bougé. Personne n'est monté. Très bien. Le voici tel qu'il était avant l'intervention de Sébastien et de ses camarades. Après des jours de travail acharné,
l'abri de berger est maintenant sauvé. C'est un élément du paysage qui témoignera encore longtemps de l'histoire des hommes dans ces montagnes. Bon, mais ça va. Oh, le caillou, le caillou, le caillou. Les muraillers ont même rajouté une petite touche au tableau, avec quelques pierres qui traînaient encore. Voilà, sympa. C'est cette dalle que je trouvais sympa. Un petit arrondi, ben voilà, on a stocké ça comme ça vite fait. Mais ça permet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posent les fesses là. En fait, on a l'impression que c'est là depuis tout le temps même. Bah ouais, c'est pour contempler le travail. Il me tarde d'en restaurer d'autres, comme ça. C'est tellement plaisant, ça te remplit de bonheur, de joie. C'est brut, du caillou brut, et puis finalement, mis en place les uns avec les autres, ça fait quelque chose de beau. C'est ça qui est chouette. À leur manière, ces fous de montagne prouvent qu'il est possible d'appréhender différemment l'environnement. Une ardeur et une foi au service de la préservation de ces paysages exceptionnels.